Bonjour, 15 petites minutes pour comprendre une base absolument fondamentale et méconnue de notre climat. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment l'atmosphère se comporte globalement par rapport à la chaleur, et ce, à travers ce que j'ai nommé en 2012 l'effet progressif de masse atmosphérique. Vous trouverez en dessous le lien vers mon site internet. L'effet progressif de masse atmosphérique est un effet d'inertie qui concerne la chaleur dans l'atmosphère et qui dit que la rétention de cette chaleur se fait de façon progressive dans la masse gazeuse. L'effet de masse, pris séparément, signifie simplement que plus une couche atmosphérique est massive, plus elle peut accumuler de la chaleur, c'est-à-dire que son inertie thermique est à chaque fois plus élevée. L'aspect masse de l'effet est le socle du raisonnement. L'effet progressif possède quant à lui deux significations. D'une part, il signifie que les couches atmosphériques sont, en partant de l'espace, d'autant plus denses au fur et à mesure que l'on se rapproche du sol, c'est le côté évident, et d'autre part, il signifie que le processus d'accueil de la chaleur dans chacune de ces couches se fait également de manière progressive dans la masse, c'est le côté capital. Cet aspect progressif de l'effet est le point capital pour une compréhension profonde. Et le résultat direct est que l'effet progressif de masse atmosphérique explique pourquoi l'atmosphère, et donc sa chaleur, reste sur Terre, pour nous offrir une température moyenne qui, au niveau de la mer, est de 15 degrés. L'effet progressif de masse atmosphérique constitue donc un effet puissant concernant la chaleur de l'atmosphère. Détaillons cela progressivement, en commençant toujours par l'aspect masse, puis l'aspect progressif, sans la chaleur dans un premier temps, après quoi celle-ci sera appliquée à la masse, puis à l'effet progressif de masse. Lorsque l'on monte en altitude, l'air est de plus en plus rare et cela se fait de façon strictement progressive. Et lorsqu'on atteint l'espace, il n'y en a pour ainsi dire plus du tout. Alors qu'il y a plus de 100 milliards d'atomes par centimètre cube d'air au niveau de la mer, il n'y a plus que 0,5 atomes par centimètre cube lorsqu'on se situe dans l'espace. Descendons dans l'atmosphère de la Terre depuis l'espace afin de bien saisir ce qui s'y passe. Plus on rentre dans l'atmosphère, plus on rencontre un nombre élevé de molécules, plus il y a donc une quantité élevée de matière gazeuse, et cela se passe de façon progressive. Chaque couche atmosphérique, d'égale épaisseur, mettons 100 mètres, est à chaque fois plus massive, à chaque fois plus dense, au fur et à mesure que l'on se rapproche du sol. Et cette augmentation de masse atmosphérique se fait de couche en couche, progressivement, graduellement, sans aucun hiatus de transition, suivant une courbe de distribution des molécules qui est précisément exponentielle. Et qui dit exponentielle dit progressive. Cette masse atmosphérique progressive, de plus en plus pesante, génère d'ailleurs une pression qui est donc à chaque fois plus forte au fur et à mesure que l'on se rapproche du sol. Et la courbe de la variation de la pression atmosphérique est donc elle aussi strictement exponentielle, donc progressive. La raison pour laquelle la quantité de molécules atmosphériques suit cette distribution progressive au fur et à mesure que l'on se rapproche du niveau de la mer est simplement la force de gravitation de la Terre. L'attraction planétaire plaque un maximum de molécules atmosphériques vers le sol, générant donc une pression à chaque fois plus forte. Grâce à cette force de gravitation terrestre, la masse atmosphérique ne peut pas s'échapper dans l'espace. Reprenons le raisonnement en ajoutant la chaleur. Plus on rentre dans la masse d'une atmosphère, plus il y a une quantité élevée de matière gazeuse, toutes molécules confondues. Or, la chaleur est intimement liée à la notion de quantité. Plus la quantité de matière est élevée, plus elle peut accueillir de la chaleur en son sein, que cette quantité soit gazeuse, liquide ou solide. Plus d'un mètre cube de matière X est massif, plus la quantité de chaleur emmagasinée pourra être forte. Et puisqu'il y a plus de matière gazeuse dans les couches atmosphériques au voisinage du sol, on y trouve donc une plus grande quantité de chaleur. Et de même, puisque la force de gravitation maintient la matière gazeuse au sol, la chaleur contenue dans cette masse ne peut donc pas s'échapper dans l'espace. C'est donc bien un effet de masse qui maintient la chaleur sur Terre. L'atmosphère peut être vue comme un poil de masse atmosphérique à qui l'on communique de la chaleur. Et plus un poil est massif, plus il peut accueillir de la chaleur en son sein, qu'il soit fait de solide, de liquide ou de gaz. Après la chaleur, ajoutons la notion de température. Si le profil de la quantité de matière atmosphérique suit une courbe régulière, il n'en va pas de même pour celui des températures. En effet, lorsque l'on monte en altitude, la température décroît progressivement de plus 15 degrés au sol à moins 60 degrés vers 12 km, puis augmente pour atteindre 5 degrés vers 50 km,
après quoi la température diminue à nouveau jusqu'à près de moins 100 degrés vers 85 km d'altitude, pour enfin augmenter à nouveau vers des valeurs par ailleurs très diverses. Mais puisqu'il y a de moins en moins de masse gazeuse au fur et à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère, les températures s'appliquent donc à des quantités de matière chaque fois plus faibles. Nous avons donc plus 15 degrés au niveau de la mer, là où l'air est le plus dense, moins 60 degrés entre 12 et 20 km, là où il y a 4 à 7 fois moins d'air, plus 5 degrés vers 50 km, là où il y a 1000 fois moins d'air qu'au sol, près de moins 100 degrés vers 85 km, là où il y a 100 000 fois moins d'air, et enfin des températures très hautes et très basses, au-delà de 500 km, là où il n'y a presque plus d'air. Ainsi, en montant dans l'atmosphère, ces températures caractérisent des masses à chaque fois plus faibles. Dit de façon triviale, ces températures sont de moins en moins présentes, de moins en moins prenantes au fur et à mesure que l'on se rapproche de l'espace, parce qu'il y a moins de masse. Alors que la température est une grandeur dite intensive, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de la quantité de matière, la chaleur, quant à elle, est une grandeur au contraire extensive, c'est-à-dire qu'elle est proportionnelle à la quantité de matière, et donc, plus la quantité de matière est élevée, plus la quantité de chaleur sera élevée, et ce à température égale. Un grain de sable et un rocher de 3 tonnes, tous les deux à 15 degrés, n'ont pas la même quantité de chaleur. Et qu'en est-il si l'on veut comparer un grain de sable de 60 microgrammes à plus 150 degrés Celsius, c'est-à-dire 423 Kelvin, et un rocher de 3 tonnes à moins 100 degrés, c'est-à-dire 173 Kelvin? Le calcul montre que, malgré que le rocher soit 250 degrés plus froid, mais puisqu'il est 50 milliards de fois plus lourd, il comporte pourtant une quantité de chaleur qui est de l'ordre de 20 milliards de fois plus élevée que celle du grain de sable. La masse gouverne la chaleur. La quantité de chaleur qui existe à des centaines de kilomètres d'altitude, là où il y a des millions ou des milliards de fois moins d'air, est nettement moins élevée que la quantité de chaleur qui existe au sol, et ce, quelle que soit la température prise à la limite de l'espace. Dit autrement, les couches atmosphériques sont tellement légères à très haute altitude que, peu importe leur température, elles ont de toute façon une quantité de chaleur plus faible qu'au niveau de la mer. Et si l'on compare la couche d'air à 15 km d'altitude, qui est à 213 Kelvin, par rapport à celle située à 50 km, qui est à 278 Kelvin, il y a donc 65 degrés en moins, mais appliqués sur à peu près 200 fois plus d'air, de sorte que la quantité de chaleur reste plus importante à l'altitude basse. 213 Kelvin fois une masse de 200 divisé par 278 nous donne 153. Il y a donc de l'ordre de 150 fois plus de chaleur à 15 km qu'à 50 km. Même en présence de cette inversion de température due à l'ozone, la différence de masse atmosphérique est telle que la quantité de chaleur ne cesse d'augmenter depuis l'espace jusqu'au niveau de la mer, et ce, encore de façon progressive. Certes, ce profil de la quantité de chaleur n'est pas aussi régulier que celui de la masse atmosphérique. Sa courbe n'est plus de type exponentiel en raison d'une progressivité moindre au niveau de la couche d'ozone, mais que la variation de chaleur soit tantôt moins progressive, tantôt plus progressive, elle reste progressive. Et dans cette progressivité générale, l'impact le plus conséquent, l'effet le plus important se situe sous la tropopause, puisque les 12 premiers kilomètres concentrent 80% de la masse atmosphérique, et donc plus de 80% de la quantité de chaleur, puisque la température y est relativement plus élevée. Comme annoncé en début de cet article, l'aspect le plus intéressant de l'effet progressif de masse n'est pas celui de la quantité de chaleur en tant que telle, mais bien celui de la capacité à accueillir la chaleur, c'est-à-dire que nous allons parler davantage d'un processus qui lui aussi sera progressif. Dit de façon rapide, nous allons passer d'un raisonnement de type statique à un raisonnement de type dynamique qui finalement n'est encore que la suite logique de cette démonstration. Nous avons vu que plus une couche atmosphérique est massive, plus elle possède une grande quantité de chaleur. C'est l'effet de masse. Nous avons vu aussi que la variation de quantité de chaleur est progressive d'une couche à l'autre. C'est le côté évident de l'effet progressif. Il est important de bien se figurer quelque chose de pourtant très simple. Dans la gamme des températures présentes ici sur Terre, la matière peut accueillir la chaleur en elle sans le moindre hiatus, que cette matière soit solide, liquide ou gazeuse.
Certes, certaines matières sont capables d'emmagasiner plus de chaleur que d'autres, mais cette accumulation se fait tout le temps de façon progressive. Certes, certaines matières sont capables d'emmagasiner plus vite ou moins vite la chaleur que d'autres, mais cette accumulation-là se fait elle aussi de façon progressive, sans limite contraignante, c'est le point clé. Point clé, mais qui prend corps dans la matière, qui prend d'autant plus son effet que la masse est grande. Si l'on communique de la chaleur à un poil de masse en pierre, il va accueillir en lui cette chaleur de façon progressive. Si on lui communique plus rapidement de la chaleur, il va accueillir plus rapidement en lui cette chaleur, et encore de façon progressive, certes avec une progressivité sans doute différente. Remplaçons maintenant certaines pierres par des pierres réfractaires. À masse égale, ces dernières savent accumuler plus de chaleur, leur capacité thermique est plus élevée, et donc ce poil va pouvoir accueillir plus de chaleur en lui que son prédécesseur, et ce toujours de façon progressive, sans limite. Ce deuxième poil va également accueillir la chaleur avec une vitesse différente de celui du premier, plus faible en fait, mais encore et toujours de façon progressive, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune limite particulière, aucun blocage dans ce processus. Simplement, la progressivité de l'accumulation de chaleur est différente. Dans tous les cas, aux températures communes sur la planète, la matière accueille en elle une quantité de chaleur de façon strictement progressive, c'est-à-dire sur une échelle d'accumulation strictement ouverte. Il ne peut pas y avoir la moindre quantité de chaleur en excès dans la masse, et il n'existe dans cette masse aucune instabilité venant d'une variation de chaleur qui entraverait l'emmagasinement de cette chaleur. Le raisonnement vaut également pour l'atmosphère. Peu importe si certaines molécules atmosphériques, à la manière de certaines pierres, savent retenir moins de chaleur ou plus de chaleur avec une vitesse d'accumulation plus faible ou plus élevée, quelle que soit l'efficacité de certaines molécules à garder plus de chaleur que d'autres, l'aspect fondamental de cette démonstration est que cette rétention de chaleur se traduit toujours dans une masse intrinsèquement non limitée. Non seulement cette masse de molécules se comporte de façon progressive, même si c'est avec une progressivité différente de celle des autres molécules, et que cela concerne l'accumulation ou l'émission de chaleur, mais aussi et surtout, la masse gazeuse ici n'a pas de limite intrinsèque par rapport à la chaleur. Toutes les masses gazeuses caractérisant les couches atmosphériques correspondantes se comportent elles aussi de façon strictement progressive vis-à-vis des variations de chaleur, quelles que soient donc les sources de variation de chaleur. Voilà l'aspect fondamental. Ce n'est pas le fait que certaines molécules sont plus capables que d'autres, c'est le fait que tous les effets fondamentaux ou particuliers se fondent dans une masse non limitée thermiquement. Mais aussi, puisque les couches atmosphériques d'égale épaisseur sont à chaque fois plus massives au fur et à mesure que l'on se rapproche du sol, cet effet progressif de masse-là intègre lui-même l'effet progressif d'accueil de la chaleur dans chacune des couches. Il s'agit en quelque sorte d'un double effet progressif de masse atmosphérique par emboîtement. En somme, l'atmosphère se comporte de façon doublement progressive vis-à-vis de l'accumulation de chaleur dans sa masse, sans limite d'aucune sorte. Chaque couche atmosphérique d'égale épaisseur agit comme un accumulateur progressif de chaleur par rapport à sa propre masse et, de par la force de gravitation, chaque couche atmosphérique est d'autant plus massive que l'on se rapproche du sol et agit donc comme un accumulateur de chaleur d'autant plus efficace que l'on se rapproche du sol. On pourrait encore affiner les différences de progressivité dans le processus d'accumulation de chaleur en tenant compte des différences qu'il peut y avoir entre la capacité thermique massique et la capacité thermique molaire à volume constant ou à pression constante, mais chaque effet thermique correcteur vient systématiquement se fondre dans une masse non limitée par rapport à la quantité de chaleur. Et donc aussi, chaque effet thermique correcteur ne peut développer sa propre influence qu'au fur et à mesure qu'il s'applique à une masse gazeuse importante, c'est-à-dire proche du sol. La masse gouverne la rétention de chaleur, la progressivité appuie et précise ce principe. Dans de prochaines vidéos, j'expliquerai que nous n'avons en réalité pas à nous protéger contre les diverses températures qui existent bien au-dessus de nos têtes. Je parlerai des conséquences que tout ceci peut avoir, notamment dans le rapport que la science officielle entretient vis-à-vis de la chaleur atmosphérique et donc dans l'effet de serre.